que vous allez bien. Bienvenue pour ce live du lundi soir maintenant. Live, session questions-réponses. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée et voilà. T'as rien raté, Rugal, l'animal 14, on vient de commencer, donc je te rassure. Tu n'as rien raté, j'espère que vous allez bien. Donc l'idée ce soir c'est d'échanger tout simplement. Entre vous et moi, si vous avez des questions donc, sur le sport, sur l'alimentation, sur le coaching, ou bien tout autre sujet, hein, on est libre d'échanger, il n'y a pas de souci. Et donc on verra ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Je pense que oui, mais dans le doute, n'hésitez pas à me le dire. Et une fois que tout le monde sera posé, installé, et bien si vous avez des questions, on partira ensemble sur cette session de questions-réponses pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on verra en fonction de toutes les questions. Et j'essaierai aussi d'uploader, je pense, le replay de ce live sur ma chaîne YouTube, si jamais. Ok, cool, on m'entend. Pour ceux qui veulent retrouver tout ça. Paul, quel diplôme de coaching as-tu? Bonne question, effectivement, c'est une question légitime parce qu'il y a beaucoup de coachs ou de pseudo-coachs qui ne marchent pas. Bon, bref, hop. Donc moi, si tu as lu mon histoire, bref, mais voilà. J'ai passé mes diplômes de personal trainer quand j'étais en Australie, donc je parle de tout mon parcours dans le podcast. Donc voilà, ceux qui écoutent le podcast sont au courant. Donc j'ai passé mes diplômes là-bas pendant 1 an et demi. Voilà, tout simplement. Donc c'est des diplômes étrangers en Australie. Vas-y Sarah, Apin, si tu as une question, n'hésite pas. Parce que la question de Nuki Allison, je la comprends pas, je suis désolé. Pourquoi une prise de poids rapide? Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux élaborer ta question, s'il te plaît, avant que je puisse y répondre? Ça serait cool. Frédéric, petite question. Salut Frédéric déjà. Petite question à propos de ton voyage à New York. Quels ont été les papiers nécessaires pour ton séjour? Pour les États-Unis, comment que ça s'appelle? En fait, il y a juste un document électronique à remplir. Comment ça s'appelle exactement? Ils ont mis ça. L'ESTA, voilà. ESTA, c'est un document à remplir. En gros, ça te permet d'accéder au territoire américain pendant plusieurs mois. Donc, tu es obligé de le remplir. En gros, ils veulent savoir qui tu es. Voilà, comme d'hab, ils font toutes les recherches. Mais c'est tout. Donc, je sais plus combien ça coûte. Ça peut pas être très cher, 20 balles, je crois. Faut le faire avant d'y aller. C'est relativement facile. Si jamais vous avez d'ailleurs au niveau des visas et tout ça des questions, moi j'étais justement en train de rechercher un truc tout à l'heure. Il y a des sites qui sont intéressants, je parle de ça rapidement. Il y a un site qui s'appelle tourdumondiste.com où effectivement ils vous disent pour quel pays il faut des visas en 2023. Ça je trouve ça cool parce que moi je vais beaucoup voyager encore une fois en 2024 et j'avais besoin de regarder 2-3 trucs notamment sur certains pays et ils vous donnent exactement les démarches à effectuer quand vous voulez voyager. Donc c'est intéressant. Alors généralement quand vous partez pas longtemps, moins de 30 jours, ce qui est le cas de la plupart des gens, c'est pas très compliqué sur les visas. Généralement soit un visa à l'arrivée, soit une demande de visa en amont, mais c'est assez facile. Généralement ça se fait en 10 minutes. Si vous voulez rester plus longtemps, là effectivement des fois c'est un peu chiant. Il faut se renseigner. Donc voilà. Par rapport à ça. N'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Oui, c'est possible. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur le coaching, n'hésitez pas. Paul, est-ce que le cardio est primordial pour la perte de poids? Non. Lorsque l'on veut en même temps prendre du muscle. Non, c'est pas primordial. Encore une fois, le cardio n'est pas fait pour perdre du poids. Ça dépend ce qu'on entend par cardio. Encore une fois, généralement, les gens mettent tout dans le cardio. La marche, le vélo, la course à pied, tout est mis dans le cardio. Alors qu'en réalité, cardio, c'est une activité qui va mettre ton système cardiovasculaire un petit peu en travail, on va dire. Et si tu marches, pour moi, c'est pas du cardio en réalité. On peut appeler ça de la dépense calorique ou du NEAT, mais c'est pas du cardio en tant que tel. Donc, non. Moi, j'ai des élèves et moi-même, on fait peu de cardio. Moi, je fais un run par semaine. Je le fais pas pour perdre du poids. Je le fais simplement pour avoir un bon système cardiovasculaire et parce que j'aime ça. Mais j'ai des élèves qui font pas de cardio, qui perdent du poids et prennent du muscle. Donc voilà. Je vois un peu ta question. En gros, tu as peur que si tu fais trop de cardio, peut-être tu vas entraver un peu ta prise de muscle. C'est un peu le cas pour certains parce que l'idée en fait c'est juste que si tu veux prendre du muscle, tu ne sois pas trop en déficit calorique non plus. Ça dépend de ton niveau. Donc attention par rapport à ça. Maintenant,
je déconseillerais jamais à quelqu'un de faire du cardio s'il aime ça. Et de toute façon, c'est toujours intéressant d'en faire 1 ou 2 fois dans la semaine en complément euh, d'exercices de renforcement. En ayant une bonne alimentation, un bon repos, tu vas quand même avoir des résultats sur ta prise de muscle. Donc voilà, te prends pas trop la tête, je pense. C'est une bonne question en tout cas. Je descends petit à petit. Bonsoir, quelle collation, salut Lisa, quelle collation conseilles-tu vers 10 heures? Alors, la collation que je recommande généralement à mes élèves en coaching, déjà, ça dépend de ce qu'ils aiment. Encore une fois, si je te donne des trucs et que t'aimes pas, c'est rien que t'essayes. Euh, Ça dépend de 2 facteurs. Ça dépend si tu as un frigo à côté de toi ou pas. Si tu as un frigo à côté de toi, je trouve qu'un fromage blanc, un skyr, ce que tu veux, un yaourt protéiné, c'est bien parce que c'est assez peu calorique. Ça prend de la place dans l'estomac, ça te fait une bonne source de protéines, donc je trouve ça top. Plus un fruit, donc en général ça fait moins de 100 calories et c'est toujours intéressant, surtout en ce moment on a besoin de vitamines et relativement rassasiant, plus, dépendant de ton objectif, des oléagineux, amandes, etc. Comme ça, tu as un snack riche en protéines, avec des glucides et des lipides. Parfait. C'est globalement ce que je recommande, avec des aliments peu transformés, voire pas du tout. Après, si tu n'as pas forcément accès à un frigo, ce qui est possible, tu peux prendre une barre protéinée. Attention, il y a beaucoup de barres protéinées qui sont très transformées, qui sont relativement de la merde. Si c'est de temps en temps, pourquoi pas. Si c'est tous les jours, je ne conseille pas forcément. Ou alors tout simplement prendre des amandes, une dizaine, ça fait déjà 100 calories, donc il faut y aller mollo quand même, selon votre objectif, et un fruit. À l'époque, moi, quand j'étais aussi, à un moment, je prenais des collations à 10 heures, quand j'étais sur la route, je prenais un shaker de protéines, euh, une banane ou une pomme et des amandes. Le shaker de protéines remplaçait le yaourt, entre guillemets, pour avoir toujours une source de protéines, parce que je faisais beaucoup de renforcement. Donc ça dépend, mais voilà un petit peu ce que je peux te conseiller. Il y a plein de choses, il y a des gens ils prennent des compotes, bon pourquoi pas, je trouve ça pas ouf, c'est moins bien qu'un fruit et c'est pas extraordinaire, mais bon pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais prendre autrement? Il y a pas mal de trucs. Évite effectivement les gâteaux, les gâteaux sucrés, les trucs qui servent à rien là du rayon snack. Évite forcément les viennoiseries. Tu peux en prendre de temps en temps, mais c'est pas un conseil que je te donnerais de consommer ça tous les jours, on va dire. Donc voilà, l'idée c'est que ça tienne rassasié jusqu'à midi, 1 heure, pour ne pas tout exploser entre guillemets lors de ton déjeuner. Donc voilà pour la question de Lisa. Ensuite on a Elisa. Salut, quel conseil lorsqu'on connaît une stagnation de poids? C'est une très bonne question. Si tu stagnes au niveau de ton poids, c'est simplement que tu n'es plus en déficit calorique. Donc c'est qu'à un moment, tu as fait peut-être plus de sport, tu as fait un rééquilibrage alimentaire, tu as amélioré ton alimentation, donc potentiellement tu as dépensé plus de calories que tu en consommais. Sauf qu'arrivé à un moment, tu es arrivé à un palier. Parce que tu ne sais, à mon avis, si tu me poses la question, tu ne sais pas exactement combien de calories tu consommes. Et donc, forcément, à un moment, ça stagne, peut-être que tu consommes, j'en sais rien, 2000 calories et que c'est ton maintien, et c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je pourrais te conseiller, t'es pas obligé, mais ça peut être une idée, c'est de voir un petit peu au niveau des calories que tu consommes sur la semaine en moyenne, et faire des ajustements. Peut-être que ça peut jouer. Après, si tu veux pas t'emmerder à calculer les calories, de façon assez simple, tu peux réduire un petit peu les féculents, les glucides d'une manière générale, augmenter la portion de légumes pour toujours garder suffisamment de volume alimentaire pour ne pas mourir de faim, important. Et aussi réduire, si jamais c'est pas encore le cas, les calories liquides, le café sucré, les jus d'orange, l'alcool évidemment, à réduire un peu parce que c'est des calories qui vont pas te rassasier et qui prennent quand même de la place dans ton total calorique de la journée. Donc ça peut être une idée, ou alors, donc là je te parlais de te concentrer sur ce que tu vas consommer, mais tu peux aussi te concentrer sur ce que tu vas dépenser. Donc soit marcher davantage, soit faire une séance de sport en plus, à voir selon ton emploi du temps, ta fatigue et comment tu t'organises, etc. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Sur une stagnation, il y a d'autres facteurs comme le stress, comme la fatigue, le manque de sommeil. Et là, à ce moment-là, c'est à toi de... Toi, tu le sauras mieux que moi. Mais voilà, en gros, les recommandations. Soit tu te concentres sur ce que tu dépenses, soit tu te concentres sur ce que tu consommes, ou tu peux te concentrer sur les deux, marcher un peu plus, et essayer de calculer tes calories pour savoir où t'en es. Et logiquement, dans 95% des cas, ça va relancer la perte de poids. Pas plus compliqué que ça. Malika, un conseil pour une droguée au petit gâteau. Conseil, conseil de merde que je vais te donner, c'est de pas en acheter. De faire l'aveugle quand tu passes.
C'est très pratique. Voilà, là c'est mieux. Donc bref, un petit conseil, oui, donc éviter de passer au supermarché dans ce type de rayon. Parce que si t'en achètes, forcément tu vas en manger. Donc moi je sais que j'en achète jamais, comme ça au moins c'est clair. Il y a moins de tentations. Et sinon, c'est essayer de savoir à quel moment tu as ces tentations de gâteaux et essayer de les remplacer en t'organisant des snacks un peu plus sains, entre guillemets, dans ces heures-là. Si c'est à 17h quand tu rentres du taf, par exemple, ou à 18h, c'est un peu le cas souvent pour beaucoup de monde, ou à 11h, parce qu'on a très faim, parce que ça fait genre 2-3 heures, ou même plus 3-4 heures même qu'on n'a pas mangé, donc c'est normal d'avoir faim. Et il faut, comme dans la question précédente sur le snack de 10h, s'organiser un snack peut-être plus sain, potentiellement. Alors pas forcément tu peux juste d'arrêter tous les petits gâteaux, mais c'est vrai que si tu te dis j'ai faim, je vais satisfaire ma faim uniquement avec des gâteaux, il va falloir quand même pas en manger beaucoup et ça va faire monter les calories. Que si tu dis j'ai faim, je me suis organisé par exemple un skyr et un fromage et un fruit par exemple, bah déjà tu auras peut-être 200-300 calories maximum et tu auras un gros volume alimentaire. Et le petit gâteau, au pire, tu vas peut-être en manger un, mais tu ne mangeras pas autant, je pense, parce que tu vas être blindé. Donc voilà, c'est essayer de trouver des alternatives sur les moments où effectivement c'est un peu plus tendu, ce qui est normal. Donc voilà. Caroline, bonsoir. Quelle quantité répartition de sport pour se maintenir à 42 ans? Il n'y a pas de règle, Caroline, c'est une bonne question, il n'y a pas de règle. Je dirais que c'est la quantité de sport que toi tu peux tenir en fonction de ton style de vie. Donc je ne sais pas ton style de vie, je ne sais pas ton expérience dans le sport. C'est sûr que si tu n'as jamais fait de sport, tu me demandes quelle quantité, je te dirais 2 fois dans la semaine, c'est très bien pour démarrer. Mais si tu me dis ouais je cours 5 fois par semaine, bon bah à ce moment-là et que tu y arrives, bah continue, tu vois. Donc il n'y a pas de règle par rapport à ça. Maintenant, moi je suis pas du principe qu'il faut se dire je vais me maintenir. Je suis du principe que même à 42 ans, tu peux progresser. Et je pense que réellement, psychologiquement, c'est important de se dire, je fais pas du sport pour me maintenir, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent ça, je dis, oh, mais maintenir pourquoi? Essayer d'aller plus loin, tu vois. C'est toujours important dans la vie, je pense, de performer et de se challenger, parce que sans ça, on va être vite dans notre zone de confort, et on va très souvent se démotiver, parce que c'est chiant, c'est toujours pareil. Donc, part du principe qu'à 42 ans, et j'ai plein d'élèves qui ont plus de 42 ans d'ailleurs, qui progressent de semaine en semaine, donc je pense que c'est possible pour toi aussi. De façon générale, ils s'entraînent entre 2 et 5 fois par semaine, avec une séance de cardio potentiellement, un peu de run ou ce que vous voulez, et 4 séances, 3 ou 4 séances de renforcement, avec une bonne alimentation, un sommeil de qualité. Et bien ça, je peux te dire que tu peux progresser, et même plus que te maintenir, je pense. Donc voilà. Lee Marcel 11, salut. Dans un programme push, donc c'est-à-dire pour ceux qui ne parlent pas anglais, les programmes de pousser entre guillemets à la salle de sport, donc où tu vas travailler les épaules, les triceps et les pectoraux, tu conseilles de faire tous les exos pecs à la suite. Alors, c'est un peu le problème des séances push, c'est que la plupart des gens, tu dis tous les exos pecs. Moi, si je fais une séance push, honnêtement, je mets 2 exos pecs, point. Si tu commences à faire, et je le vois en salle de sport, faire le haut de pec, le milieu, le bas de pec, un autre exo-pec, en gros, les mecs, ils font 40 séries sur 40 000 exercices, ce qui est logiquement pas possible quand tu te donnes à fond. Une séance push efficace, c'est un mouvement de développé, couché, halter, à la barre ou à la machine, pour globalement un bon ressenti. Si tu veux travailler le haut de pec, potentiellement, ce qu'on est en retard, tu peux faire des écartés potentiellement, donc ça fait 2 exos. Après, n'oublie pas les épaules. Moi, je ferais soit du développé militaire à la barre ou avec une machine ou avec des haltères, plus élévation latérale et un exo de triceps. Point. Donc voilà, c'est tout. Ou alors, pour les pecs, tu peux aussi faire un pec fly. Enfin voilà, il y a plusieurs alternatives, mais je prendrais 2 exos pecs, 2 exos épaules, un exo triceps, ça fait déjà 5 exos. C'est largement suffisant pour une séance push. L'ordre... oui, je commencerai par un exopec. Ensuite, je ferai peut-être un... Ouais, je pense que je ferai tous les exopecs et ensuite les exos finishers pour les épaules. À voir. Ça dépend de ton ressenti, mais mets pas trop d'exos, trop challengeants. Parce qu'en fait, tu vas te cramer et les derniers exos, ils vont servir à rien. Parce que tu pourras pas mettre l'intensité nécessaire. Donc bon, à toi de voir comment tu veux t'organiser. Virginie, combien de temps faut-il pour voir les résultats en musculation pour les fessiers? Une semaine. Une semaine à 10 ans, je dirais. Ça dépend des résultats que tu veux obtenir. C'est toujours ça, hein, le truc. C'est si tu te compares à des gens sur les réseaux ou quoi, il te faut 3-4 ans, faut être logique. Tu peux pas en fait avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui s'entraîne depuis 10 ans ou tu vois depuis 5 ans. Donc c'est très difficile de répondre. Les cuisses, je le vois, mais pas les fesses. Après 6 mois de pratique tous les jours, cours à la salle plus musculation. Alors 6 mois, c'est pas beaucoup, hein.
Il faut comprendre un truc, les gars et les filles. 6 mois de musculation, c'est pas beaucoup, tu es encore débutante. 6 mois sur, j'en sais rien, quel âge tu as, mais on va dire que tu as 35-40 ans, peut-être plus, peut-être moins. Sur 15-20 ans de vie active, 6 mois, tu te rends compte que c'est pas beaucoup. C'est juste que, de manière générale, on n'est pas vraiment très sportif. Hein. Moi-même, hein, j'ai commencé à être sportif assez tard. Et du coup, on se compare des fois avec des gens qui font de la muscu ou du renforcement depuis 10 ans. On se dit, bah, quand est-ce que j'aurai les mêmes résultats que lui? Ou qu'elle? Bah, ça va prendre du temps. Donc, ça va prendre du temps. Si tu vois des résultats sur les cuisses, c'est déjà bien. Sur les fesses, il y a plein de choses qui vont jouer. Il y a la qualité de ton exécution, la construction de ton programme, une grande partie de génétique. Soyons francs, hein, Virginie, d'une femme à l'autre, la génétique sur les fessiers, vous êtes inégal. J'étais en Colombie il y a 3 semaines de cela, vous êtes inégal. Je peux te le dire, là-bas elles font pas de sport et les fessiers sont beaucoup plus développés. Pas de chance. Si tu vas en Asie, désolé généralement, mais c'est l'inverse. Bon, pas de chance pour elles, elles ont d'autres qualités certainement. Enfin, je sais pas si on peut qualifier cette qualité ou pas, mais ça dépend des objectifs. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça dépend, c'est très difficile de répondre à cette question-là. De toute façon, tu auras des résultats, tu en as déjà, c'est juste que toi, visuellement, tu les vois peut-être pas ou tu t'en rends pas compte. Mais forcément, si tu faisais rien avant et que depuis 6 mois tu t'entraînes, logiquement, tu as déjà des résultats. C'est juste que ta génétique joue un grand rôle aussi. Donc, faut être consciente de ça. Et après, il faut potentiellement se faire accompagner pour s'assurer que tu fasses les bons exercices, que tu manges suffisamment aussi de protéines et de calories, parce que c'est aussi ça qui joue des fois. On voudrait avoir un fessier, mais en même temps, on voudrait perdre le gras du ventre, mais en même temps, on voudrait faire plein de trucs en même temps. Et ce qui fait qu'on ne peut pas construire du muscle forcément et être en gros déficit calorique. Donc c'est aussi important à prendre en compte. Je voudrais prendre 10 kilos en mangeant sainement. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Il faut juste que tu sois en surplus calorique. Alors manger sainement, c'est toujours très subjectif. Mais il va falloir manger peut-être plus de glucides, plus de lipides. Donc avocat, amandes, huile d'olive. Et tu peux, pour moi c'est quand même sain, et tu peux prendre du poids plus facilement. C'est sûr que si tu manges un morceau de poulet, un morceau de poisson avec des légumes, pour prendre 10 kilos, ça va être compliqué. On va pas se mentir qu'il va falloir que tu aies une stratégie un peu différente. Mais pour prendre du poids, généralement, on préconise de jouer sur les lipides, donc les matières grasses, et les glucides, les féculents notamment. Ça aide pas mal. Donc voilà. Je descends petit à petit, n'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, c'est le moment. J'ai peut-être un peu de retard dans les commentaires. En tout cas, merci. Vous avez pas mal de questions pour le début, donc c'est cool. Moi, j'ai 42 ans et je fais 3-5 fois par semaine. C'est très bien. Yes, top. Je descends petit à petit. Jo, Allier, Bassin. Je ne sais pas. Bonsoir Clément, quel exercice pour perdre... C'est quoi ce délire? Le petit filet mignon. C'est la première fois que j'entends cette expression-là, bien joué. Je sais pas si c'est une heure de frappe ou c'est toi qui as inventé cette expression-là. Le petit filet mignon au niveau du bas du ventre. Il n'y a pas d'exercice pour cibler la perte de gras, donc t'emmerdes pas à faire des abdos. J'en vois tellement des débutants, et on le voit bien. Nous, en tant que coach, c'est un peu chiant des fois. On voit la plupart des gens qui font les abdos sont des débutants qui sont en surpoids. Les gens qui sont avancés, généralement, ils passent moins de temps à faire les abdos. Parce qu'ils ont compris que finalement l'impact était assez minime. Donc il faut les travailler, aller 2 fois dans la semaine, 10 minutes, c'est largement suffisant. À partir de ce moment-là, c'est ok. Mais c'est pas en les travaillant que tu vas faire disparaître le gras. Le gras ne se remplace pas par du muscle, hein, c'est 2 phénomènes différents. Et donc, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Dépenser plus de calories que tu en consommes, je le dis très souvent. Donc voilà, tu as la méthode si jamais dans mon challenge gratuit. Tu as le lien dans ma bio et sinon j'en parle très souvent. Donc voilà, l'idée c'est de faire attention à ton alimentation avant tout et ne cherche pas un exercice pour perdre le gras au niveau du bas du ventre parce que ça n'existe pas réellement. Au mieux, tu peux faire la planche, oui, pour avoir une sangle abdominale solide et un ventre un peu près plat, mais ça n'enlèvera pas le gras. Encore une fois, tu peux faire la planche 50 minutes par jour. Tant que tu as du gras sur le ventre, ça partira pas. Donc généralement, c'est lié quand même à la qualité de ton alimentation et au fait que tu consommes trop de calories par rapport à ce que tu dépenses. Généralement, c'est ça. C'est pas une réponse qui vous plaît, hein. Généralement, on aimerait bien que je vous dise, vous aimeriez bien, pardon, que je vous dise, oui, fais des crunchs 5 fois par semaine, dans cet angle-ci, t'en fais 10 et t'auras plus de gras. Ça serait trop facile, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà. Par rapport à ça.
Je descends dans les commentaires si jamais. N'hésitez pas. Poupou la roumaine. Bonsoir, comment savoir combien de calories il me faut par jour? Merci beaucoup. Bah, tu tapes sur Google. C'est con comme réponse, mais tu tapes sur Google, calculateur de calories. Moi, j'ai également un calculateur de calories que j'ai mis à disposition. Alors, je ne le donne pas à tout le monde en accès libre parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens faisaient pas mal d'erreurs. Donc, ce que je peux te conseiller, Poupou la roumaine, c'est de cliquer sur le lien dans ma bio. T'as, comment ça s'appelle? Mon challenge gratuit. Alors, pour le moment, il est dédié aux hommes, mais tu peux le faire aussi. Et en fait, au bout du 2e ou du 3e jour, tu auras accès à mon calculateur de calories. Et l'avantage, c'est que tu auras accès à une vidéo pour t'expliquer comment il fonctionne. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens vont calculer leurs calories et l'erreur à 95% des cas, vous faites cette erreur. C'est qu'un calculateur de calories va vous dire faut que tu manges 1500 calories, par exemple. C'est un exemple. 1500 calories pour perdre du poids. Et les gens vont manger 1500 calories et vont se dire ouais, mais du coup, il faut que je dépense 1500 calories pour être en déficit. Non, les calculateurs de calories anticipent et quand ils vous demandent votre niveau d'activité, des fois, ils vous demandent combien de fois tu marches combien d'exercices tu fais par semaine, combien de marches, etc. Ça prend déjà en compte votre dépense. Donc quand on calcule nos calories avec un calculateur, avec une formule donnée, vous n'avez pas à rajouter votre dépense. Donc ne connectez pas votre montre, ne connectez pas votre MyFitnessPal à ça sert à rien. Vous allez juste faire de la merde. Donc voilà, je préfère le dire parce que je vois tout le temps l'erreur et je ne sais pas comment faire pour ne pas que vous fassiez l'erreur. Donc je vous le dis, c'est important et c'est pour ça que dans le challenge, il y a des vidéos pour vous expliquer comment calculer vos calories de façon efficace et ne pas tomber dans le piège de je calcule mes calories, je fais énormément de sport, etc. Parce que là, c'est pas vraiment très sain pour vous sur le long terme. Donc voilà. Les calculateurs de calories, c'est un bon outil quand c'est bien utilisé. Pour ma part, avec mes élèves en coaching, je les forme à l'utilisation de ça. En tout cas, c'est moi qui calcule les calories pour eux. Et après, je leur explique comment répartir ces calories dans la semaine, sur la journée, comment réagir en cas d'excès. Voilà, tout ça, c'est de la formation que moi je fournis à mes élèves. Donc forcément, que eux tombent pas dans le même piège que les gens qui concrètement veulent faire tout seuls. Donc voilà, mais j'ai aussi fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous aider. Il y a le podcast qui est là pour vous aider aussi. Donc voilà. Sarah, pour les fessiers, on ne peut pas les muscler sans être en surplus calorique. Alors tu peux, c'est comme pour tous les muscles, tu peux jusqu'à un certain niveau. Si tu es débutante, oui, tu vas potentiellement progresser un peu. Mais à un moment, comme pour les hommes, si vous êtes en déficit calorique tout le temps, vous voulez tout le temps perdre du gras et tout ça, vous allez clairement freiner votre prise de muscle. C'est logique. Donc faut être en maintien, voire en léger surplus à un certain moment de l'année pour prendre du muscle. Donc oui, à un moment, il n'y a pas trop le choix. Et il faut être capable de prendre du gras. Des fois, c'est un peu, même pour les hommes, hein, des fois, moi, ça me fait un peu chier. Quand les gens ils font des prises de masse, entre guillemets, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont consommer plus de calories et ils vont devoir prendre un peu de gras, même au niveau du ventre, hein, c'est pas grave, ça arrive, pour ensuite faire une sèche une fois qu'ils auront pris suffisamment de muscle, entre guillemets. Donc, on est un peu obligé de passer par là à partir d'un certain moment. Combien de séances de musculation vous conseillez, Sarah? Ta question, elle est trop générale, je peux pas y répondre. Parce que ça veut rien dire. Combien de séances de musculation, ça dépend de ton objectif, ça dépend de plein de trucs. Je peux te dire entre 1 et 6, mais ça dépend, tu vois, de ton niveau. J'ai pas assez de détails, je peux pas t'aider. Donc voilà. Tu as un conseil pour la prise de créatine, le moment à partir de laquelle tu conseilles de la prendre? Tu peux en prendre n'importe quand, n'importe quel niveau. C'est le complément alimentaire le plus étudié scientifiquement, sur lequel il n'y a aucun risque. A priori, alors, toutes les études qu'on a lues, tous les coachs en prennent, personne n'a encore... c'est un des seuls compléments où pour le moment personne n'est en train de créer un drama autour de ça, parce qu'honnêtement, là, il y a des études solides sur le sujet, donc il y a peu de chances quand même que quelqu'un nous tombe dessus. Donc moi, j'en prends. C'est pas du dopage, c'est pas interdit, c'est pas mauvais pour la santé. Il n'y a aucune contre-indication pour le moment. Vous avez juste à taper sur Google, vous regarderez rapidement. C'est vraiment le truc où tout le monde est d'accord. La créatine, c'est vraiment le truc où tout le monde est d'accord. Je connais personne qui a encore essayé, comme je disais, de faire le mec à dire à l'inverse de tout le monde, parce qu'en généralement sur les réseaux c'est ça, hein, c'est le premier qui va dire l'inverse de tout le monde qui va créer le buzz, mais en réalité il dit de la merde. Donc bon, la personne a essayé de dire de la merde. Donc tu peux en prendre à n'importe quel moment. Je sais pas exactement c'était quoi la question. À partir de laquelle tu conseilles le moment à partir dès que tu peux. Et après, en termes de consommation, tu peux prendre 5 grammes par jour, donc soit d'un coup, peu importe dans la journée en réalité, ça change pas grand chose, moi je le prends le matin, ou alors tu peux prendre 2,5 grammes le matin et 2,5 grammes, moi je fais ça après l'entraînement. Voilà. Avec une source de glucides, faut pas les prendre à jeun idéalement, tu prends ça avec un petit déj ou un shaker de protéines ou ce que tu veux, pour une bonne assimilation. Donc voilà, tu peux.
Donc voilà. Je descends petit à petit. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur le sport. Question bête, pourquoi la créatine m'a fait prendre du poids? C'est pas une question bête, Sofiane. Ça t'a fait prendre du poids comme beaucoup. Comme beaucoup. Ça veut dire que tu réagis bien. Ça veut dire que tu as peut-être pris 500 grammes, 1 kilo. Moi, c'est ce que ça me fait généralement quand je prends de la créatine. Parce que je fais un peu plus de rétention d'eau intramusculaire, globalement. Donc c'est très bien. C'est pour ça qu'on s'en fout du poids, encore une fois, je vous le dis, et que vous soyez en perte de poids, en prise de muscle. À un moment, les chiffres sur la balance, on s'en fout. Si tu prends de la créatine et que tu as envie d'être un peu plus balèze, entre guillemets, la créatine, ça va donner un aspect un peu plus balèze. Alors c'est très très relatif, ça va jouer sur 1% de tes perfs, etc. Mais effectivement, moi je sais que je réagis plutôt bien et j'ai aussi remarqué ça, que je prenais peut-être pas 1 kilo, mais peut-être 500 grammes, 800 grammes. Alors c'est pas la première fois que dès que tu prends de la créatine, hop, ça y est, tu prends du muscle, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut, je sais plus combien de 3 semaines, je pense, pour que vraiment tu aies les effets de ça. Euh, et je sais plus ce que je veux dire. Et voilà, et en gros, c'est normal, mais c'est pas grave. Créatine égale whey. Alors non, non Bastien, ce n'est pas la même chose. La créatine, c'est effectivement présent dans la viande aussi, mais c'est présent en toutes petites portions. Encore une fois, je le redis, la créatine, il y en a dans le bœuf, il y en a dans plein de viandes. C'est juste que c'est toutes petites portions, et pour avoir les 5 grammes de créatine que l'on prend en complément, il faudrait bouffer, je sais pas, 1 ou 2 kilos de viande par jour, c'est un exemple. Donc forcément, c'est pas bien pour la santé, et bon, écologie, voilà, c'est pas ouf. Donc, ils ont créé le substitut, le complément alimentaire, la créatine. La whey protein, c'est extrait du lait et tu as aussi un peu certainement de créatine dans la whey, j'imagine. Je sais même pas, il faudrait se renseigner. Mais la whey, ça va t'aider à atteindre ton quota de protéines. Donc c'est pas tout à fait le même processus, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les deux, créatine et whey, moi j'en prends. Ça peut aider effectivement pour la prise de muscle. Alors la whey, pas directement, c'est juste que ça va te permettre d'atteindre ton quota de protéines, mais atteindre son quota de protéines dans tous les cas, c'est intéressant. Perso, je veux prendre du poids. Comment je vais faire? Alors, vous êtes certains et certaines, je trouve ça assez dingue d'ailleurs, je vais être totalement franc avec vous. Vous voulez prendre du poids, il n'y a pas de souci. Mais ma question va être simple. Qu'est-ce que vous faites sur mon compte? Parce que je trouve ça dingue, parce que je parle de perte de poids sur tous mes titres. Et il y a des gens qui sont là pour prendre du poids. Et du coup, je sais que c'est un problème pour beaucoup de monde de prendre du poids. Mais je me dis, pourquoi vous ne suivez pas des coachs prise de masse? Et du coup, je me retrouve avec des questions sur comment on fait pour prendre du poids. Alors, ça me dérange pas d'y répondre, mais concrètement, j'irai pas plus loin que ça et je vous aiderai pas et je ferai pas des posts sur ça parce que, encore une fois, il y a des coachs spécialisés pour tel ou tel sujet. Et voilà, je préfère le dire. Bon, c'est pas grave, c'était là, hein, je suis content que tu me suives, mais voilà, à terme, tout mon contenu ne sera pas là pour t'aider. Et comment prendre du poids? C'est l'inverse d'un déficit calorique, c'est-à-dire un surplus calorique. Donc, consommer plus de calories que tu en dépenses, tout simplement. Pas plus compliqué que ça, en réalité. Enfin, dans la pratique, c'est plus compliqué parce que généralement, les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids, c'est des gens qui ont généralement pas très faim, qui mangent pas beaucoup. Je le vois aussi. Souvent, on dit, ouais, mais tu vois, tu as toujours ce pote qui prend pas de poids. Tu te dis, ouais, mais lui, il a un métabolisme rapide, il doit brûler énormément de calories. En réalité, les gars, je vous le dis, le métabolisme, ça joue. Mais c'est extrêmement surcoté. Et en fait, je le vois bien, hein, les gens qui ont du mal à prendre du poids, c'est que globalement, ils mangent que dalle. Même s'ils mangent mal, hein, il y a toujours les gens qui disent, ouais, mais mon pote, il mange mal, je vois bien, il mange mal, il prend pas un gramme. Ok, mais est-ce que tu le vois manger toute la journée? Est-ce que tu te rends compte que le mec, en fait, il finit jamais ses assiettes? Est-ce que tu te rends compte que le mec, généralement, il mange pas de petit-déj, il mange 2 repas par jour, il mange la moitié de son assiette. Et après, il s'étonne de il prend pas de poids. Tu vois, généralement, c'est ça, en fait, pour la plupart des gens. C'est pas leur métabolisme qui brûle énormément de calories, non. Ou alors, pour certains, c'est aussi le fait qu'ils sont extrêmement actifs. Si t'as un métier très actif, t'as besoin de manger plus de calories que les autres. Donc c'est un peu ça. Très souvent. Mais ne reposez pas, je le dis souvent, mais que ce soit pour une prise de poids, une perte de poids, ne reposez pas tout sur c'est le métabolisme qui fait que. Selon moi, c'est une erreur. C'est souvent, quand on étudie plus le truc, c'est le style de vie qui fait que. Le style de vie sédentaire, le style de vie d'habitude alimentaire qui fait que les gens prennent du poids. Généralement, il n'y a pas de secret. On me dit, oui, c'est l'âge qui fait prendre du poids. Les gars, il y a des études sur ça aussi. Alors, je sais qu'il y en a, ils ne vont pas être contents sur ça. Mais il y a des études qui montrent que, généralement, c'est que les gens avec l'âge sont beaucoup moins actifs. On prend la voiture tout le temps. On bouge beaucoup moins. Et on mange plus calorique qu'avant. Généralement, c'est ça, avec l'âge. Il n'y a pas que le métabolisme. Oui, on stocke un peu plus de gras avec l'âge. Mais il y a aussi beaucoup de contre-exemples de gens qui sont à 40, 50, 60 ans et qui sont ultra secs. Comment ils font? C'est pas que leur métabolisme, c'est aussi que c'est des gens qui sont très actifs.
Donc ça joue beaucoup, je vous le dis. Si, Sofiane, je crois que tu avais dit ça. Ah non, pardon, t'as écrit question PQ, pardon. Je croyais que c'était marqué question bête. Excuse-moi. Mais du coup, je te rassure, c'était pas une question bête, c'était une super question. J'avais mal lu, excuse-moi. Non, c'est pas grave, pourquoi ça serait grave? Moi, j'ai fait 10 jours sans musculation, j'ai pas perdu 1 gramme de muscle. Il faut en moyenne 21 jours pour perdre du muscle. Si vraiment tu fais rien, c'était sur un lit d'hôpital. À partir de ce principe-là, t'es safe. Si tu veux t'assurer d'être encore plus safe, consomme suffisamment de calories et de protéines quand tu fais pas de muscu. Et voilà, ça roule. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, ça va entraver un peu ta progression, parce que quand tu vas reprendre derrière, même au niveau nerveux, bah, le temps que les connexions se refassent bien, tu vas pas pouvoir pousser aussi lourd. Généralement, c'est un peu le cas, tu es obligé de baisser un peu les charges. Et du coup, bah, ta progression se fait un peu plus lentement. Mais au-delà de ça, non, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, heureusement. Je te rassure. Alors, je sais pas, Sofiane, où t'as vu qu'en prenant de la créatine, t'allais maigrir et perdre du poids, mais alors là, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça, j'ai jamais vu un article parler de ça. Alors, il faudra que tu me donnes une source, parce que là, on va bien rigoler de la personne qui a dit ça. Aucun complément alimentaire ne fait perdre du gras ou maigrir. Aucun exercice seul ne fait perdre du gras ou maigrir. Aucun aliment seul ne fait perdre du gras ou maigrir. Quand vous avez compris ça, déjà, vous balayez une grande partie du bullshit que vous entendez sur le réseau. C'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Donc déjà, c'est important, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, ça peut être sur les compléments alimentaires aussi. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Quel est l'élément... Voilà, question un peu pas assez précise. Quel est l'élément nutritionnel clé pour les sportifs selon toi? L'élément nutritionnel clé, bah, je sais pas. Je sais pas exactement ce que tu entends. Pour les sportifs, c'est manger suffisamment de calories, une alimentation de qualité, mais tu vois, c'est une réponse de merde, hein, mais c'est pareil pour tout le monde, en réalité, que tu sois sportif ou pas. L'apport en protéines est un peu plus important, effectivement, quand tu es sportif ou sportive, d'avoir peut-être 1,5 ou 2 grammes par kilo de poids de corps, parce que tu vas mobiliser davantage tes muscles, et donc, bah, pour bien récupérer et pour progresser musculairement, l'apport en protéines va jouer. Mais d'une manière générale, il faut une alimentation de qualité, peu transformée, un bon sommeil, etc. Donc, il y a plein de facteurs. Mais sur l'élément nutritionnel, je dirais le total calorique et l'apport en protéines vont jouer sur ça. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi l'apport en lipides. 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, ça peut être une idée aussi, mais ça, c'est pour tout le monde. Donc voilà, il y a plein de trucs qui peuvent jouer. J'ai vu le post TikTok d'un coach de basket qui avait dit ça, il est beaucoup suivi. Alors, il y a deux choses. 1, il est sur TikTok. 2, c'est un coach de basket. Voilà, je dis ça. Tu en feras la conclusion que tu veux. Mais pour moi, il y a 2 red flags importants dans TikTok, coach de basket. C'est comme les coachs de foot, hein. Je mets ça dans le même panier. D'où un coach de foot, il va t'aider à perdre du poids. Les gars, il va t'apprendre à faire des dribbles, il va pas t'apprendre à perdre du poids. Faut être logique, hein. Parce que quand on voit comment il donne des conseils des fois à des jeunes, tu te dis putain, le mec, c'est chaud, quoi. Donc voilà, chacun reste dans son domaine d'expertise, je pense que c'est important. Désolé si vous êtes coach de basket ou de foot, vous avez certainement des très bons, mais pareil, moi je me verrais pas donner des conseils à quelqu'un pour faire un 4-4-2 en losange avec une défense avec j'en sais rien, Chiellini et Marcel Desailly, tu vois, pour les anciens qu'on la ref. Mais en gros, voilà, donc chacun reste dans son truc. Je t'invite à pas le suivre. D'ailleurs, je fais des fois le tri avec mes élèves, ça me fait assez rire. Mes élèves en coaching, des fois, ils m'envoient des cons, des trucs qu'ils voient. Et je leur dis, généralement, je leur donne mon avis cash. Est-ce qu'il faut le suivre ou faut pas le suivre? Bah, ton coach de basket, alors peut-être que t'as mal compris à revoir, parce que c'est toujours pareil. Peut-être qu'il a dit un truc, mais il y a peut-être des subtilités. Mais s'il a fait un post en disant prendre la créatine pour perdre du gras, hop, tu l'unfollow et tu lui dis bye, hein, parce que c'est quand même... Ou alors tu le suis que pour le basket et pas pour ses conseils diététiques. Parce que là, c'est quand même sacrément de la daube. Tu m'as fait rire sur la rêve du 4-4-2. Ouais, bah des fois, hein, on essaie d'être drôle, parce que sinon on serait trop sérieux dans ce monde de fou. Donc voilà. Bon, je suis arrivé en bas de vos questions, donc c'est cool, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur les
complément alimentaire, même si bon. J'ai fait un épisode de podcast sur ça, d'ailleurs, avec Gaëtan, qui est le responsable de chez NutriPure, donc qui est plus calé que moi, globalement. Le podcast, c'est la source d'information sur laquelle je donne tout. Il y a des invités, il y a eu un diététicien, un naturopathe, un kiné, un responsable de chez NutriPure. J'ai eu au moins, je sais pas, une dizaine de coachs cette année. Donc honnêtement, c'est une source d'information sûre. TikTok, c'est une source d'information non sûre. Instagram, c'est une source d'information non sûre. Le podcast, honnêtement, on a des gens de qualité et bon, on parle pendant un certain temps. Donc on survole pas les informations comme certains sur TikTok, sur Instagram. Le problème de ces réseaux-là, c'est qu'on est obligé de faire du très court, du court format. Les gens ont un temps d'attention sur TikTok qui est proche de 0. Moi-même, sur Instagram, je le vois avec les statistiques. Ça fait peur, hein. Les gens, au bout de 5 secondes, la plupart, je dirais 50%, au bout de 5 secondes, quasiment tous les réels, ils sont partis. Pour dire le temps d'attention des gens. Donc c'est un peu normal que des fois, il y en a ils sont obligés de jouer sur les mots-clés au démarrage des vidéos parce que les gens ils se cassent. Donc c'est un peu dommage. Comment éliminer la graisse viscérale? Qualité de l'alimentation. Généralement, c'est ça, c'est que trop d'aliments transformés, ça joue beaucoup. Alcool aussi, je pense, ça joue beaucoup. Donc voilà, globalement, ça va jouer vraiment sur la qualité de l'alimentation. Là, j'ai pas encore de réponse d'expert sur ça. Il faudrait demander à ton médecin, mais je pense que la qualité de l'alimentation elle joue beaucoup. Malheureusement, on consomme trop d'aliments transformés, des chips, des gâteaux, des trucs. Quand je vois la taille de ces rayons dans les supermarchés, je me dis quand même que c'est un sacré bon business. Alors moi personnellement, j'en achète pas ou très peu. J'en achète pas, sauf j'en mange des fois quand je suis invité, mais j'en achète pas. Donc c'est pas moi qui fais vivre ce marché-là, mais j'imagine que s'il y a des rayons aussi grands, c'est que les gens en demandent. Et donc c'est ce genre d'aliments concrètement qui te fait avoir de la graisse viscérale et qui, à terme, faut être franc, vont te causer le plus gros problème. Quand tu as de la graisse viscérale, c'est pas bon signe pour ta santé à le moyen long terme. Donc c'est vraiment un truc important. De toute façon, avoir un taux de masse grasse trop important, de toute façon, vous aggravez vos facteurs de santé. Je ne veux pas faire le mec qui vous fait peur, mais je pense que vous le savez, on n'en parle pas assez encore à mon avis, mais ça aggrave d'autres facteurs, le fait d'avoir un taux de masse grasse trop important. Donc des fois, il y en a qui se couvrent en se disant oui, mais ça va, je me sens bien. Oui, ok. Mais malheureusement, tu augmentes quand même les facteurs de mauvaise santé derrière. Ça ne veut pas dire que quand on est sec, on est en meilleure santé. Enfin, si d'ailleurs, ça veut dire ça. Ça veut dire ça d'après les études. Alors, il n'y a pas que ça. Tu me dis, il y a un mec qui est sec et qui fume 15 clopes par jour, c'est pas mieux. Mais en tout cas, il a échappé à certaines choses en abaissant son taux de masse grasse. Ça joue réellement. C'est pas que c'est bien ou pas bien d'avoir un taux de masse grasse, c'est juste qu'en termes de scientifiquement sur l'aggravation des facteurs, c'est pas ouf. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes certainement sur mon compte aussi. Sofiane, comment peut-on perdre les poignées d'amour? Alors Sofiane, j'ai répondu à ça sur 4 ou 5 questions aujourd'hui, sur perdre le gras au niveau du ventre, perdre le gras au niveau de plein de trucs. Toujours pareil, créer un déficit calorique, il n'y a pas d'autre secret, dépenser plus de calories que tu en consommes, avoir une alimentation de qualité, c'est tout. Il n'y a pas d'exercice plus que ça, c'est de faire des hits, des machins, en réalité c'est de la merde. Donc voilà. Essaie de savoir combien de calories tu as besoin, essaie d'être en léger déficit calorique et tu verras que tu perdras au fur et à mesure du gras. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça pour moi. Edgy, hello, question alimentation. Tu privilégies les macros ou les calories? Calories en numéro 1 et macros en numéro 2. Car j'atteins souvent mes macros, mais il me reste des calories. Alors que faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. On part toujours des calories totales. Et ensuite, les macros arrivent en pourcentage, plus ou moins, ou voilà. Sinon, il y a un truc qui va pas, je pense, dans ton truc, dans ton système. Donc, revois, mais c'est ton total calorique qui est le plus important pour plein de trucs. Perte de gras, prise de poids, maintien, c'est total calorique. Donc, pour moi, je pars tout le temps de cet objectif-là. Sinon, si tu veux te maintenir, tu veux prendre du poids, perdre du poids. Et ensuite, j'ajuste les macros. Apport en protéines, avec la formule, généralement, je prends 1,5 pour mes élèves, 1,5 multiplié par le kilo de poids de corps. Ensuite, je rajoute 1 gramme de lipides en général par kilo de poids de corps, un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes, ça dépend. Et ensuite, je compense ça avec les glucides. Point. Pas plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, je pense que tu pars du mauvais sens en partant des macros après les calories, je pense. Même si j'en suis sûr.
Donc à revoir. Mais dans l'idée, t'es pas loin. Tu achètes jamais de chips gâteaux industriels? Non. Vraiment jamais, parce que c'est ma règle. Hein. Quand je passe dans les supermarchés, réellement, je suis aveugle avec ça. Hein. Vraiment, les gens qui me connaissent ou avec qui je passe des fois dans la rue, des fois ils vont s'arrêter, ils vont regarder des trucs comme ça. Moi, en fait, vraiment, j'ai sorti ça de mon esprit. Hein. C'est vraiment genre, ça n'existe pas. Pour moi, c'est genre, je m'arrêterai jamais pour en acheter. Surtout dans le supermarché, honnêtement, c'est des rayons, je passe pas. Tu vois, genre, je vois ce rayon de merde là, je fais, vas-y, je passe à autre chose. Quand je fais mes courses, j'ai ma liste, pardon, et je sais exactement ce dont j'ai besoin. Tu vois, j'y vais pas quand j'ai faim, j'y vais pas, tiens, je vais flâner et tout. Non, je sais exactement ce que j'ai à faire, c'est terminé, tu vois. Donc non, j'achète jamais de chips ou de gâteaux industriels. Ça ne veut pas dire que j'en mange pas. Ça veut juste dire que moi, j'en achète pas. Comme je disais tout à l'heure, si je suis invité ou que je suis au resto, ou j'en sais rien, ou quelqu'un m'en propose, généralement, je vais dire oui. Par politesse et parce que ça me fait plaisir. Mais de moi-même, je vais pas me réfugier là-dedans quand c'est moi, quand je suis tout seul, tu vois, ou quand je suis chez moi. Je vois pas l'intérêt de me mettre en difficulté en achetant ce genre de produit. Tu vois. Parce que on est tous humains. Hein. Moi, j'ai un paquet de chips dans mon placard. Forcément, dans le mois, il va y passer, tu vois. Un moment un peu plus fatigant, truc, voilà. Il va y passer. Donc moi, je l'achète pas. Donc ce qui va y passer, ce sera autre chose. Et en fait, je rajoute des freins et des obstacles à ça. Si j'ai besoin d'un truc réconfortant, il va falloir soit que je sorte dehors, il fait froid, c'est chiant, soit que je le commande, du coup ça coûte plus cher, c'est chiant, il y a un temps d'attente, tu vois. Essayer de se rajouter des contraintes pour les choses que réellement on ne veut pas tout à fait manger. Au contraire, les choses que tu voudrais manger, plus de fruits, plus de légumes, essayer de les mettre accessibles. Des légumes surgelés, potentiellement, je trouve ça extrêmement pratique parce que c'est toujours accessible dans le congélateur. T'as pas besoin de les couper, t'as pas besoin de réfléchir 40 000, ouais, je vais mélanger quoi, je vais mettre quoi. Non, hop, c'est coupé, tu le fous dans la poêle, terminé. Donc en fait, plus tu rends simple des actions ou des habitudes, plus tu as de grandes chances de les faire. Au contraire, si tu rends les choses difficiles, il y a moins de chances de les faire. Globalement, c'est un peu ça. Donc faut pas. Enfin, moi je vois ça un peu comme ça. Bonsoir, que pensez-vous. On peut se tutoyer. Que penses-tu de la recomposition corporelle? Je vais pas penser. Je vois pas trop. L'apport protodique, alors je pense que tu voulais dire protéinique, je sais pas, protodique, je peux te dire, assez élevé, 2,2 à 2,5 grammes. Je pense que tu veux dire l'apport en protéines en gros de 2 à 2,5 grammes. Pas nécessaire en réalité, 2,5 grammes par queue de poids de corps, je vois pas trop l'intérêt. Une recomposition corporelle, Nadia, je sais pas si tu sais ce que c'est en me posant la question. C'est juste changer votre composition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras pour la plupart et prendre du muscle. Ou en tout cas changer les facteurs de notre composition corporelle. Donc ta question n'est pas une question, c'est comme si tu me dis que pensez-vous du corps humain, tu vois. Rien, je pense à rien. Donc c'est pour ça que ta question, à mon avis, ou alors il y a un problème de compréhension. Mais voilà, donc il faudra que tu reformules ta question, je pense. Mais en gros, une recomposition corporelle, moi c'est ce que je fais avec des élèves qui ont perdu pas mal de poids. Généralement sur les 3 premiers mois de l'accompagnement, on fait une perte de poids entre 6 et 12, 14 kilos sur les 3 mois. Ça dépend d'où l'on part et là où on veut aller. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va continuer sur effectivement une recomposition corporelle qui va permettre de perdre encore légèrement du gras, souvent au niveau du ventre, au niveau de là où on souhaite un petit peu le perdre. Et ensuite, et de faire du renforcement en parallèle pour effectivement construire du muscle, avoir un corps plus athlétique, plus tonique, entre guillemets. Ça, selon moi, c'est une recomposition corporelle. Et non, je leur donne pas 2 à 2,5 grammes de protéines par jour, parce que ça fait trop, c'est chiant à mettre en place, ça n'aura pas d'impact réellement bénéfique, donc voilà. Je vois pas trop l'intérêt en réalité. Corporel, ah oui. Recomposition corporelle, oui, c'est ça. Donc j'espère que ça a répondu à ta question en tout cas. Est-ce que tu t'accordes des repas plaisir en ressens-tu le besoin? T'imagines si je disais non, ça serait fou. Je suis une machine de guerre, genre à l'année je mange jamais bien. Bah si tu me suis sur Instagram, tu me suis sur Instagram, mais si tu as vu des fois je poste des trucs, tu l'as vu, je bosse pas tous mes repas parce que voilà, au moment on s'en fout. Mais oui, j'en ressens le besoin, oui j'en fais et je connais personne sur terre qui n'en fait pas. Si j'en connais, si ça doit exister dans certains pays où effectivement ils n'ont pas le luxe de se payer des repas plaisir, on est d'accord, hein, toute proportion gardée, je sais que on est privilégié déjà rien que de manger à notre faim, mais voilà, sans rentrer en détail sur ça, oui je me fais des repas plaisir, c'est un peu une phrase de merde, mais tous mes repas sont des repas plaisir en fait, et c'est là où est la grande différence entre quelqu'un qui tient à l'année et quelqu'un qui fera yo-yo avec son poids, c'est que j'ai trouvé la formule gagnante.
pour me faire plaisir avec tous mes repas. Si aujourd'hui vous êtes en mode perte de poids, je vais me restreindre, je vais manger des aliments que j'aime pas trop, mais parce que ça va me permettre de perdre du poids, vous allez droit dans le mur, je vous le dis. Vous êtes en mode régime, et tous ceux qui sont en mode régime aujourd'hui, on se retrouvera dans un mois sur un nouveau live, vous serez au même point, pour beaucoup. Donc, essayez de trouver la formule gagnante en vous disant comment je peux trouver une alimentation plaisir, entre guillemets, cohérente, mais qui rentre dans mes apports caloriques, avec des aliments pas trop transformés. Après, quand je parle de repas plaisir, moi ça peut être avec un peu d'alcool, ça peut être des repas au restaurant, effectivement, oui. Généralement, dans une semaine classique, ça serait 1 ou 2 fois dans la semaine. Souvent le samedi, un autre jour dans la semaine. Mais des fois, c'est beaucoup plus, parce que moi, je suis tout le temps en déplacement, et ça m'arrive de manger. L'autre fois, j'ai mangé pendant 10 jours d'affilée à l'extérieur. Donc tu te doutes bien que, bon, 10 jours de repas à l'extérieur, je pouvais pas toujours contrôler ce que je voulais. C'était un peu des fois de la daube, et j'ai fait avec. Au final, je suis rentré, je me suis pesé, j'ai pas pris un gramme. J'ai déjà expliqué pourquoi. C'est parce que j'avais une stratégie aussi de repas en faisant que 2 repas sur la journée, en étant très actif. Et voilà, il existe plein de stratégies pour manger, entre guillemets, mal et pas prendre de poids. Moi, je le vois avec mes élèves, c'est quand même relativement facile. Mais il faut avoir une bonne stratégie avec ça, évidemment. Donc voilà, pour répondre à ta question. Salut Julien, je vois que tu es en live, cool. Donc voilà. Il me reste que 10% de batterie, messieurs, dames, donc il nous reste 9 minutes de live, on va faire ça comme ça. Et puis comme mon portable s'éteindra, c'est que ça sera la fin du live. En tout cas, c'est cool parce qu'il y a eu pas mal de questions. Sofiane, t'as plein de questions, donc c'est cool en plus. Est-ce que la perte de poids se manifeste... Ouh là là, putain, tu m'as écrit ça, mon gars. Est-ce que la perte de poids se manifeste qu'avec une baisse du poids de corps où tu peux maigrir sans perdre de poids? J'ai lu comme tu as écrit, hein. En vrai, je sais ce que tu voulais dire, mais est-ce qu'une perte de poids se manifeste uniquement en gros avec une baisse de poids de corps où tu peux maigrir sans perdre de poids? Généralement, si tu veux perdre du gras, globalement, tu vas pas compenser en prenant autant de muscles que tu vas perdre de gras. Les gens me disent, ouais, mais du coup, donc c'est un peu ça, c'est ouais, je perds du gras, je prends du muscle, du coup, mon poids se stabilise. Alors, oui et non, mais on prend pas du muscle, on prend pas 1 kg de muscle comme on peut perdre facilement 1 kg de gras. Les deux sont des process un peu différents. Le muscle, le processus de perte de gras et de prise de muscle sont différents. C'est-à-dire que le gras, ne se transforme pas en muscle. Il y a encore des gens qui pensent ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est un peu différent. Généralement, quand même, la balance va jouer un rôle l'un dans l'autre. Donc oui, tu peux perdre du gras, entre guillemets, sans que la balance bouge beaucoup. Ça arrive de temps en temps, mais si tu as beaucoup de poids à perdre, de gras à perdre, entre guillemets, forcément la balance elle va aller dans un sens, logiquement. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'était un peu ça. Ça, c'est quand même drôle. J'ai commencé un coaching privé. J'ai eu des résultats, mais maintenant je stagne. Je sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai une réponse toute simple. Elle va être cash, direct. C'est change de coach. Point. Si tu me poses la question à moi, c'est que globalement, ton coach, il a pas répondu à ta question. Donc, c'est dommage. Non pas que stagner, c'est un problème, parce que ça arrive. Moi, j'ai des élèves qui stagnent aussi. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais logiquement, il était censé changer avec lui. Donc, pose-lui la question. Est-ce que ton coaching privé, c'est juste pour le sport? Parce que généralement, c'est ça, hein, vous faites. Quand on parle de coaching privé, je sais pas si c'est en ligne ou c'est en présentiel. Souvent, quand vous êtes suivi en présentiel, le gars ou la fille qui vous suit, le coach, c'est uniquement sur le sport. Donc, globalement, vous voulez perdre du poids, vous comprenez pas pourquoi vous stagnez. La réponse, moi, je les stresse souvent, c'est que les à côté, votre alimentation notamment, ne sont pas contrôlés. Bon, moi, c'est ce que je fais dans le coaching en ligne. C'est pour ça aussi, globalement, sur la perte de poids, je pense que j'ai potentiellement de meilleurs résultats en étant en ligne qu'en étant en présentiel, parce que j'arrive à vraiment analyser concrètement tout le style de vie de mes élèves. Donc c'est un peu plus complet, on va dire. En effet, pour perdre le gras et prendre encore du muscle, j'ai essayé d'arriver à 130 grammes de protéines par jour, mais sans ouais, c'est assez galère. Ouais, c'est assez galère et puis ça sert pas à grand chose. Donc, voilà. Désolé, le correcteur iPhone, tu sais, il est chiant, mort de rire. Je pense que tu veux dire chiant du coup. Je vais te faire chier jusqu'à la fin de ça. Je vous suis depuis le Sénégal. Eh ben, salut à toi. Ndei Job. Bienvenue. Oui, le sport uniquement en présentiel. Voilà, la réponse a été là, tout simplement. Faire du sport, c'est bien, mais pour perdre du poids, c'est pas suffisant. Il te faut un suivi alimentaire aussi. Ou en tout cas, comprendre par toi-même comment ça marche. Donc, voilà. Il n'y a pas que le poids qui permet de suivre les évolutions sur la transformation corporelle, prendre en compte les mensurations à taille de pantalon. Oui, effectivement, Julien,
Mais le poids, quoi qu'on en dise, ça joue un rôle. Il y a des gens des fois qui se voilent un peu la face, hein, je préfère être cash avec ça. C'est pas, voilà, tu perds pas du gras comme ça et ton poids il stagne, tu vois. Genre à un moment, non, c'est que tout doit être pris en compte. Effectivement, j'ai fait des posts sur ça. Mais oui, il y a plein de choses qui jouent. Mais le poids sur la balance joue aussi un rôle. Alors je parle pas, et d'ailleurs je vous le dis pour ceux qui êtes encore en live, ne vous pesez pas tous les jours. Je le dis à mes élèves, donc je vais vous le dire aussi à vous, selon moi. Ne vous pesez pas tous les jours. Pesez-vous 3 fois dans la semaine, à jeun, dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire justement pas après un gros repas, parce qu'il y en a plein qui se pèsent après un gros repas, et après ils disent oh mais j'ai pris 2 kilos, je prends plus que les autres. Souvent c'est la phrase qu'on entend tous, c'est ouais je prends plus vite que les autres, dès que je fais un excès ou dès que je regarde de la bouche, je prends 1 kilo. Non, c'est juste que oui, sur la balance tu prends 1 kilo, mais tu prends pas 1 kilo de gras en un repas. Encore une fois, on se détend, il y a quand même des trucs scientifiques sur la prise de poids. Personne ne prend 1 kilo de gras en un repas. À partir de ce moment-là, vous avez compris. Voilà. Prendre du recul par rapport à ça, c'est vachement important. Donc ne vous pesez pas après un gros repas, parce que vous allez faire de la rétention d'eau, donc ça sert à rien. Pesez-vous 3 fois à la semaine, à jeun dans les mêmes conditions, et vous faites la moyenne. Et là, vous comparez vos moyennes, ce qu'on fait dans le programme avec mes élèves tous les dimanches, et du coup on arrive à avoir une vraie comparaison entre guillemets de poids pour savoir un peu la tendance. Donc voilà. Mais ne prenez pas de décision uniquement sur une pesée, je vous le redis, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des gens, vraiment, une, 2 fois dans la journée, ils y vont, et ça vous flingue votre journée sur des trucs que vous ne contrôlez pas, surtout pour les femmes. Vous avez encore plus de variations de poids que les hommes, donc vraiment, ça ne veut rien dire, et même si la balance c'est un bon outil, je pense que pour beaucoup, ça vous fait plus de mal que de bien, cette balance, donc il faut réussir à s'en détacher, en tout cas émotionnellement, je sais que c'est pas évident, parce qu'on est toujours monté dessus, mais vraiment, le jour où vous aurez plus de balance, vous allez vous sentir mieux. Moi, pour ma part, j'ai pas de balance quand je suis en déplacement, et je peux vous dire que ça fait du bien déjà, et puis avec les habitudes alimentaires que j'ai et sportives, mon poids varie très très peu à l'année, donc c'est pour moi très facile à gérer, mais voilà, ça prend du temps et il faut avoir les bons réflexes, on va dire. Mais pourquoi changer de coach? C'est toi qui m'as dit que tu avais un coach privé mais que tu stagnais, alors j'en sais rien. Peut-être qu'il te faut un coach justement aussi sur l'alimentation, c'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas. C'était une remarque, après tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on n'est pas aussi influencé par les réseaux qui nous montrent des pertes de poids spectaculaires, parfois douteuses, du coup on veut tous plus rapidement? Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi je vais faire un post là, il sortira le 27 décembre, donc dans 9 jours, sur les transformations. Alors c'est les transformations de mes élèves. Alors je crois que j'en ai pris 9, mais on en a eu beaucoup plus dans le programme, c'est juste que j'ai pris 9 comme ça un peu aléatoirement. De mes élèves, vous allez voir, en moyenne, donc on a perdu 4 kilos en 90 jours, donc on a perdu 5, donc on a perdu 8, donc on a perdu 10, donc on a perdu 12 en 90 jours, donc en 3 mois. Mais en fait, ça dépend d'où vous partez. Encore une fois, si vous partez de très haut, vous faites 120 kilos, vous êtes un homme, perdre 10 kilos en 3 mois, c'est pas extrêmement compliqué. Par contre, si vous êtes une femme, que vous faites 1m60 et que vous faites 70 kg, vous voulez arriver à 60, perdre ces 10 kg-là, c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se comparer avec ce qui est comparable. Et la plupart des gens se comparent avec des choses qui ne sont pas comparables. Et effectivement, sur les réseaux, on ne va pas vous montrer un mec qui a stagné. Parce qu'on se dit, du coup, c'est nul. Donc c'est toujours ça aussi, prenez du recul. Moi, je ne parle pas de transformation spectaculaire avec mes élèves. On en a. On a du 12 kilos en 3 mois, du 14 kilos en 3 mois, c'est arrivé avec des gens qui n'étaient pas en mode régime, avec des gens qui continuaient à boire de l'alcool. Des fois les gens ils se disent mais c'est pas possible, mais si c'est possible, je vous rassure. En continuant à manger au restaurant régulièrement, simplement en ayant une stratégie alimentaire. Et en faisant du sport à côté, effectivement, ayant une dépense effectivement avec la marche importante. Mais c'est possible. Mais voilà, oui, on veut tous aller vite. Mais dans tous les domaines de la vie. Donc niveau business, tu veux gagner plus, machin, donc c'est normal, tu vois, c'est pas très grave. Je faisais l'arts martiaux, Viet, Vodao, mais j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté, je suis toujours fatigué. Alors tu fais moins de sport et t'es plus fatigué. Ça c'est un problème. Peut-être que le sport c'était une bonne chose alors. D'autant que mon travail ne me permet plus de m'entraîner tout le temps. T'es obligé de t'entraîner tout le temps. Tu peux essayer de trouver une routine cohérente. Et encore une fois, là il y a un point qui est important dans ce que tu dis. C'est que les gens, que ce soit pour le sport ou pour l'alimentation, sont toujours soit je fais à fond, soit je fais pas.
Et on se rend compte que en fonction des mois de l'année, en fonction de notre charge de travail, ben, on peut pas toujours être parfaitement parfait, complètement. Je galère déjà à parler, mais vous avez compris. En gros, contrôler toute son alimentation, faire 5 séances par semaine, etc. Il y a peu de gens qui arrivent à le faire à l'année, sauf si vous avez beaucoup de temps libre, que votre travail vous le permet, que vous êtes ultra motivé, et que voilà, vous faites ça depuis très longtemps. Mais pour le commun des mortels, c'est difficile à tenir. Donc, et là, on arrive le 18 décembre, c'est une période assez critique. Je pense que il y a beaucoup de monde qui a un peu réduit la voilure sur le sport et sur la marche. C'est pas grave, acceptez-le. Par contre, gardez au maximum les routines quand même. Gardez des routines d'entraînement. Moi, j'ai échangé avec des élèves la semaine dernière qui étaient un peu en mode ouais, c'est chaud, j'ai trop de travail, j'arrive plus trop à m'entraîner. Moi, je leur ai dit euh, trouve le moyen, démerde-toi pour garder une routine d'au moins 1 ou 2 séances dans la semaine. Même si elles sont plus courtes, même si c'est pas parfait, ça sera toujours bénéfique. C'est toujours mieux que de rien faire. À chaque fois, il faut vraiment partir de ce principe-là parce que arrêter le sport pendant 2, 3 semaines parce qu'on a trop de travail ou quoi, la reprise, ça va être extrêmement compliqué et en fait, il y a peu de chances, même des chances que vous ne repreniez jamais. Ça peut 2, 3 semaines d'arrêt peut se transformer en 2, 3 mois. Donc c'est important vraiment, je pense, de garder une routine pour éviter d'avoir le syndrome de la reprise qui est parfois un petit peu compliqué. Donc voilà par rapport à ça. On est arrivé à 1 heure de live. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions et surtout que j'ai plus avoir de batterie. Donc mon portable va s'éteindre. Donc ça tombe bien, là on est à la fin. Merci à tous et à toutes pour vos questions. Finalement, il y a quand même pas mal de questions. On n'a pas eu de temps mort. Des questions depuis le début, donc ça fait 1 heure qu'il y a des questions, donc c'est cool. Le live, je pense que je vais le publier sur YouTube. Je faisais ça à un moment aussi pour ceux qui voudront le re-regarder, pour ceux qui auraient loupé certaines parties, peut-être si vous voulez. Donc je le mettrai sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. On refera pas un live lundi de la semaine prochaine, ce sera le 25, vous comprendrez. Mais j'essaierai de faire des lives au moins 1 fois par mois, une fois par semaine, comme je faisais avant, avec des heures un peu aléatoires. Mais là, je vois que souvent le soir, 20h, 21h, il y a quand même pas mal de monde finalement, donc je me dis que c'est peut-être le bon créneau. On verra, sachant que dans quelques semaines, je serai dans un fuseau horaire différent, donc je pourrai pas les faire aussi tard, je pense, les lives. Mais bon, bref, en tout cas, c'était cool. Merci pour vos questions. Ça me donne aussi de l'inspiration pour les prochains posts, tout ça, donc c'est cool. Ça m'aide beaucoup, et puis j'espère que ça vous aura aidé aussi. Donc voilà. N'oubliez pas, demain, nouvel épisode de podcast qui sort à 7h. Le podcast, il s'appelle Envie de changement. On va voir ensemble demain les 8 astuces pour gérer vos repas de Noël. On m'a pas posé la question sur ça. Sachez que j'en parle demain dans le podcast. Donc vous avez le lien aussi dans ma bio. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis voilà. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao, bye.